décennies que je dis que la globalisation produit une sorte de désarmement industriel, que la démocratie, c'est un système de décision qui ne peut être que national, que l'Europe ajoute à la paralysie, je dirais, du processus de décision économique. Et bien entendu, comment dire, on vit dans un monde, le fonctionnement des élites françaises, c'est un fonctionnement de déni, de surréel, d'annonce. Être élu en France, c'est passer à la télé, être meilleur à la télé, puis ensuite on arrive au pouvoir, mettons à l'Élysée, pour prendre un exemple simple, et on ne peut rien faire, puisque la France n'a pas de capacité de création monétaire, les règlements commerciaux européens empêchent toute action de protection d'industrie nationale, et on se retrouve au final, puisque l'économie allemande est beaucoup plus forte que la nôtre, avec une désindustrialisation massive, avec un taux de chômage de 10%, je dirais, et on ne peut rien faire. Et évidemment, d'habitude, on peut mentir. L'un des thèmes de mon papier, c'est qu'en France, j'ai repris la formule que j'avais apprise à Sciences Po, gouverner, c'est choisir, de Mendes France. Et maintenant, je dis en France, gouverner, c'est mentir. Vous pouvez mentir. Donc en fait, gouverner, c'est mentir. Et donc on ment sur les bénéfices de l'euro, on ment sur le bien-être que va nous apporter la globalisation, sur la nécessité de l'ouverture des frontières, on ment sur le sujet de l'immigration aussi. Et c'est difficile pour les gens de mesurer, de comprendre. Vous voyez ? Mais là, alors là, oui, quand même quelque chose de formidable s'est passé dans cette épidémie, je vous l'accorde. Là, je vous rends un point. On a vu le mensonge en direct. Parce que sur la complexité de l'économie française, les mécanismes monétaires que personne ne comprend, même pas les gens qui ont fait la monnaie unique, on peut mentir. On peut croire qu'on est devant une copie de l'ENA, puis on met bout à bout des concepts qui s'enfilent, qui sont contradictoires, souveraineté européenne, souveraineté nationale, vous voyez. Mais le virus, quand il n'y a pas de masque parce qu'on n'a plus d'industrie, vous voyez, on est pris en flagrant délit de mensonge. Donc on avait Jérôme Salomon, dans ma famille on l'appelait Pinocchio, parce qu'il apparaissait tous les soirs avec un nouveau mensonge, et j'étais très surpris que son nez ne s'allonge pas. Vous voyez ? Il y a un personnage comme ça dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, en fait, dont le nez s'allonge chaque fois qu'il vient dire au passagers. Vous avez revu vos classiques pendant le confinement, en fait. Non, non, mais c'est mon stock. Je veux dire, chacun ses références. Hein. Donc, et donc ils étaient là, on n'a pas de masque, les respirateurs, une espèce de show incroyable de gens qu'on transporte à travers la France, sans même se poser la question si ce serait pas plus raisonnable de transférer les machines vers le Grand Est. Vous voyez. Mais les Français ont été enfermés chez eux dans une sorte de totalitarisme ridicule. Parce qu'ils savaient, en fait. Donc, tous les soirs, le lot de mensonges. Ah non, on n'a pas les résultats des EHPAD. On ne sait pas très bien quel pourcentage de vieux des EHPAD meurent. 10%. Ah non, retoqué. 30% quand ils passent en réanimation. Vous voyez? Donc, il y a eu, on a eu la réalité sur ce que c'est que gouverner en France. Et ce que j'aimerais faire passer comme idée, si c'est possible, c'est que les gens doivent comprendre que quand ils parlent de l'euro, quand ils parlent du contrôle des frontières, je parle sur le plan commercial, etc., nos gouvernants sont à peu près autant en position de mensonge systémique que quand ils nous parlaient à la télévision de l'état de l'épidémie, de nos masques, etc. Vous auriez voulu, ou vous attendiez peut-être, sans trop y croire, un instant de vérité, visiblement, que vous n'avez pas trouvé dans ces moments-là. Je veux dire, oui. Non, mais est-ce que vous êtes persuadé que cette épidémie, elle était prévisible et que, du coup, ils auraient pu savoir ou ils auraient pu réagir en connaissance de cause? Oui, non mais je veux dire, par définition, les épidémies sont prévisibles. Si vous avez un personnel compétent dans les hautes sphères de l'État, c'est-à-dire des gens, pas de l'ENA en fait, les épidémies, dans l'histoire humaine, on doit toujours penser que c'est possible. Les virus ont une histoire. Les virus, je dirais, ont leur vie et leur histoire parallèle à celle de l'homme, comme de toutes les autres espèces vivantes. Et donc on a eu, quelques années avant une autre variété d'une maladie pulmonaire. Il y avait eu le sida. Si vous voulez, quand on gouverne, et ça c'est vrai pour l'avenir, on doit partir du principe qu'il y aura des épidémies. Vous voyez, alors là, par contre, je ne tomberai pas dans le panneau
de dire des choses du genre c'est la faute au réchauffement climatique, c'est la faute de la globalisation. Je veux dire, la grande peste de Marseille de 1720, c'était pas la globalisation. Vous voyez, on aurait pu dire que la grande peste de 1348, c'était un genre d'interconnexion de globalisation avec la Chine à nouveau. Mais bien sûr, on en aura d'autres. Donc la question qu'il faudrait poser maintenant, c'est qu'on nous tienne au courant de la construction des usines qui vont assurer notre sécurité sanitaire dans les 100 ans qui viennent. Donc c'est pas la faute de la mondialisation ou de la globalisation, mais vous faites quand même un constat dans cette contribution que beaucoup partagent avec vous. Le coronavirus signe la mort intellectuelle de la globalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il autorise d'une certaine manière le retour de l'idée de nation, qui a une réhabilitation intellectuelle du souverainisme, du protectionnisme qui va se faire aussi aujourd'hui. Je crois que quelque part l'idée nationale a reconquis le terrain perdu. Mais ce qui est frappant, enfin moi ça fait, je fais décidément de plus en plus un numéro de retraité, mais comment dire, l'idée que j'ai écrit très tôt, des années 90, l'idée qu'un retour à l'idée nation était nécessaire, et donc c'était gagné. Bien évidemment, cette épidémie qui a montré un gouvernement français et beaucoup d'autres gouvernements européens hors d'état d'agir. Le problème de la globalisation et de l'Europe, qui en est une composante, c'est que ça met les États nationaux, qui sont les seuls capables d'agir, hors d'état d'agir. Mais le problème, c'est... Et donc, je pense que les gens sentent, comprennent ça. Mais le problème, c'est que l'idée de nation, c'est un sentiment collectif. Ça demande un certain type de croyance collective, analogue et semblable un peu à une croyance religieuse, en fait, qui englobe tous les individus dans une même foi, d'une certaine manière. Et le problème, pour les pays avancés, ça n'est pas d'arriver à la conclusion logique que seule la nation peut agir. Ça, je pense qu'on en est très près. C'est d'avoir chez les citoyens de l'ensemble d'un pays, et pas seulement dans les classes dirigeantes, je veux dire, c'est pas le discours de diabolisation des élites n'est absolument pas suffisant, d'avoir un substrat de sentiments collectifs qui permettent de mettre les choses en pratique. Et les développements socio-psychologiques du monde avancé, un certain type d'individualisme, le reflux des croyances, quelles qu'elles soient, le ricanement universel, qui nous amuse tant à la télé, moi comme les autres, tout ça fait qu'on ne peut pas agir. Et on voit déjà dans les sondages d'opinion qu'on risque d'être confronté aux alignements et aux désordres politiques traditionnels, avec un président qui, la prochaine fois, risque d'être élu au hasard par défaut, vous voyez. Donc il y a une sorte de blocage psychologique et social de la société qui n'est pas au niveau des idées, qui est plus profond en fait. C'est là-dessus que je travaille en tant qu'anthropologue. Qu'est-ce qui fait qu'on est incapable de croire ensemble avec un but commun, même si en gros on est d'accord sur ce qu'il faut faire. Donc vous aurez maintenant, donc on se traîne avec des élites qui font semblant de croire à l'Europe, mais essayer de croire à l'Europe, c'est s'efforcer de croire à un truc collectif. Alors moi j'entends plutôt au fil, en tout cas des allocutions présidentielles, un président qui vous donne plutôt raison sur cette idée de nécessaire réindustrialisation, nécessaire relocalisation, encore dans sa dernière allocution. Le moment que nous traversons, et qui vient après de nombreuses crises depuis 15 ans, nous impose d'ouvrir une nouvelle étape afin de retrouver pleinement la maîtrise de nos vies, de notre destin en France et en Europe. Ce sera la priorité des 2 années à venir que je veux utile pour la nation. C'est aussi le cap de la décennie que nous avons devant nous. Retrouver notre indépendance pour vivre heureux et vivre mieux. 2 décennies n'y suffiront pas, Emmanuel Todd? Non, c'est pas ça. Il nous parle d'indépendance. Les conditions de l'indépendance, c'est la sortie de l'Union européenne. C'est la sortie de l'euro. Est-ce qu'il nous a parlé, dans les 2 ans, il peut le faire, de liquidation des règlements commerciaux européens et de sortie de l'euro. Donc c'est du vent. Vous voyez, c'est des mots. En fait, il ne sait pas de quoi il parle, ce garçon. C'est tout.
La France au bord de la guerre civile, c'était aussi et déjà votre théorie au parti pris de votre dernier essai, les luttes des classes en France au XXIe siècle, paru au Seuil, où vous régliez encore ses comptes à la monnaie unique, échec économique, mais victoire politique, elle est là pour l'instant, cette monnaie unique, ouais. Et il sera compliqué d'en sortir. On payerait d'ailleurs aujourd'hui aussi le prix de cet échec, avec une pandémie qui nous rappelle la primauté de l'appareil industriel sur la monnaie. Il va falloir peut-être remettre, du coup, vous le pensez, Emmanuel Todd, pour essayer de débloquer cette situation, vous évoquez ce blocage sur lequel vous travaillez, remettre du conflit politique, du conflit idéologique aussi. Oui, mais c'est ça qui est dur. C'est-à-dire que les conditions sont là. Dans mon livre, j'avais la description de ce que j'appelle la majorité centrale atomisée, porteuse de toutes les évolutions culturelles, mais qui est un lieu d'hyper-individualisme et d'hyper, je dirais, désintégration des sentiments collectifs. Mais là, je voudrais essayer comment dire, autre chose que du discours anti-Macron ou anti-élite, et parler des problèmes du souverainisme, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire, spontanément, les gens me classeraient sans doute comme souverainiste. Et donc, j'aimerais dire pourquoi, en fait, non. Alors, ouais, en fait, non. Et je veux dire, quels sont les problèmes du souverainisme en France? Je veux dire, mon frère a sorti une revue, je l'ai écouté hier à la télévision, il m'impressionne toujours par son punch. Chaque fois que je le vois, je me dis, mais jamais je pourrais comme ça. C'est vraiment formidable. Et bien entendu, dans tout ce que disent les souverainistes, bon, c'est clair que dans tout ce qui est analyse économique, analyse sociale, conception d'une démocratie qui ne peut fonctionner que dans le cadre d'une nation et d'une histoire, je veux dire, dans toutes ces dimensions-là, je suis très proche. Mais ce que j'ai constaté, je dirais empiriquement, pour continuer dans mon éloge de l'empirisme, c'est que quand on connaît les milieux souverainistes, quand on voit les gens qui écrivent, qui parlent du souverainisme, on se rend compte je dirais qu'ils n'ont pas une vision fondamentalement, je dirais, optimiste et inclusive de la nation. C'est-à-dire que pour moi, il y a une précondition, vous voyez, comme précondition à la renaissance de la nation, pour moi, il n'y a pas que la sortie de l'euro. Il y a aussi de dire, écoutez, bien sûr, il faut du protectionnisme économique, bien sûr, il faut de la souveraineté monétaire, bien sûr, il faut accepter l'idée d'un contrôle des frontières, mais une autre précondition, c'est que avant cette reprise en main de la société française par elle-même et par son système politique et par ses citoyens, il faut fortement déclarer que tous les gens qui sont là, quelle que soit l'origine, sont des Français. Parce qu'une nation de la taille de la France, si elle veut récupérer sa souveraineté, doit s'appuyer sur tous ses citoyens. Et donc, le projet souverainiste, je veux dire, tant qu'il ne mettra pas dans ses priorités l'intégration optimiste, une sorte de nouvelle fête de la fédération, de ces gens d'origine immigrée, sera condamné à l'échec. Et je le trouverais largement aussi ridicule que l'élitisme, l'énarchie et les européistes. Voilà. Ça nous ramène à un phénomène, pour le coup, très déprimant que vous pointez dans ce livre. C'est le rapport des Français à l'euro. C'est-à-dire que vous dites qu'avant 2005, avant le référendum volé, il y avait un grand scepticisme par rapport à l'euro. Maintenant, il n'y a pas une adhésion, mais il y a une espèce de résignation, d'acceptation de l'euro. Et de fait, on l'observe depuis la présidentielle 2017, il n'y a plus un seul parti, un seul grand parti français qui a son agenda politique, a son programme politique, le Frexit. Comment est-ce que vous expliquez Non, mais en fait, c'est le paradoxe de la situation. C'est que dans le livre, il y a toutes sortes... Je fais une analyse très détaillée de l'état d'aliénation idéologique des diverses catégories sociales. Et je parle de cette évolution psychologique. Je vais sur des notions psychologiques d'hommes fatigués, etc. Mais en fait, maintenant, on est, je dirais, à une étape suivante. Donc, je pense que le livre est plutôt validé par ce qui s'est passé, et on va voir que la baisse du niveau de vie va être accélérée, bien entendu, par l'épidémie, mais elle était enclenchée bien avant. Mais regardez, là, on est au lendemain d'une épidémie. Le gouvernement a fait faillite, tout le monde le sait, dans un monde normal.
ou dans une société politique normalement structurée, on aurait vu se mettre en place des forces d'opposition proposant des projets alternatifs. Et on n'a rien du tout. Et les sondages nous montrent même que le vote pour des partis censés être menaçants, comme le vote Front National, n'est pas du tout merveilleux. Alors, les municipales ont bien montré, en fait, le rejet du système, je dirais, et le rejet du gouvernement. Je sais que tout le monde fait comme s'il y avait une vague verte, mais en vérité, voter vert, c'était... je ne sais pas, maintenant, le problème de l'électeur en France, c'est ne pas voter à droite, ne pas voter socialiste et ne pas voter Macron. Hein, c'est ça. Bon. Donc la plupart des gens n'ont pas voté du tout, puisque le taux d'abstention, c'est le résultat des municipales, en fait. Mais ceux qui votaient ont pas mal voté vert, mais c'est, sans mauvais jeu de mots, c'est un vert vide. Parce que les verts n'ont aucun élément de programme qui amène une solution à quoi que ce soit. Je veux dire, dans un monde qui vient de découvrir qu'il n'a même pas l'appareil industriel pour assurer sa sécurité sanitaire, c'est clair que savoir si on va réduire le taux d'émission carbone ou les centrales nucléaires ou des choses comme ça, ou rouler un peu plus en vélo dans les villes, c'est juste pas ce qui est important pour les Français, pour tous, hein. Pas simplement pour les prolos qui votent Front National, pas pour les gilets jaunes qui veulent rouler en diesel. L'un des trucs que je montre dans le bouquin, c'est l'aliénation maximale, qui est celle des gens qui ont voté Macron, je veux dire, des profs, des gens qui se pensent ouverts, etc., et qui en fait, ceux que j'appelle les losers d'en haut. Donc on est, en fait, on sort, alors on sent des colères, on sent des menaces de violence quand même, hein, mais qui vont se fixer sur des choses très, très intéressantes et en un sens légitimes, qui n'ont pas tellement de rapport avec les problèmes concrets qu'on a. Lutter contre le racisme aux États-Unis. On va y revenir. Et voilà, très bien, d'accord, pourquoi pas, mais ça ne devrait pas être la priorité pour les citoyens et électeurs français. C'est certainement une priorité pour les électeurs et les citoyens américains. Mais là, on devrait être en train de parler de reconstruction industrielle, on devrait être en train de discuter de notre sortie de l'euro, le rétablissement de protection commerciale pour protéger ce nouvel appareil industriel sanitaire, de reconstruction de l'hôpital, et en fait, rien. Et surtout, moi, c'est comme si je sortais du coma, en fait, un peu comme tout le monde. Hein. On sort tous dans un monde nouveau, enfin, qui est vachement ancien d'allure. Et pour moi, le sommet de l'irréalité, c'est d'entendre, je dis la classe journalistique. Je veux dire la classe journalistique, pour bien dire qu'il y en a certains qui sont quand même pas aussi horribles que je vais dire, qui prennent les élections municipales au sérieux et qui continuent à parler du gouvernement comme si ce gouvernement était sérieux. Alors que ce qu'on a vu, c'est l'effondrement de l'État central, que la France a tenu par ses citoyens, par ses médecins, dans quelque chose d'auto-organisation. Les autogestionnaires des années après 68 devraient être contents. Ce qui a sauvé la France, c'est le triomphe de l'autogestion des hôpitaux. Et là, on dit, j'ai vu des trucs. En fait, on est dans un pays où les 2/3 des Français ne peuvent plus piffer Macron et ne le prennent pas au sérieux. Il n'y a qu'à l'écouter parler pour voir. Enfin, il est ridicule. Et les gens, j'ai vu des types qui disent un renouveau de la présidence jupitérienne. Non mais arrêtez. Je veux dire, c'est quoi? Vous voyez, il y a des moments où on se dit ah ben je suis content, bon c'est vrai, j'ai dû attendre l'âge de la retraite, mais quand même, je suis content de savoir ce que ça a dû être sur le plan d'information de vivre en Union soviétique à l'époque de Brejnev. Vous voyez, c'est vraiment très très étrange. Et ça ne peut, il n'y a pas de mécanisme. Le rôle de la police devient très important, mais le contrôle, je dirais, par l'appareil d'État central explicite avec des interdits très forts de l'information n'existe pas. Donc pour un sociologue, pour un historien, c'est hyper intéressant d'essayer de voir comment une société développée, avec tant de moyens de communication, arrive à produire ce système de non-information. C'est vraiment intéressant. Mais je crois qu'à la racine, c'est qu'il n'y a pas les forces collectives, il n'y a pas les sentiments de classe, les sentiments nationaux qui permettraient de se réorganiser. On va y venir. Restons un petit moment sur le vote vert. Oui. C'est quoi, à vos yeux? C'est vraiment la valeur refuge pour les anciens électeurs socialistes et macronistes? Oui, en gros, mais je crois que quoi dans les jeunes générations ou dans les milieux
ce que j'appelle la petite bourgeoisie PCIS, CPIS, cadre et professions intellectuelles supérieures, et les croyances écologiques sont fortes. Et en un sens, c'est vrai, c'est important, la planète. Comme disait Védrine l'autre jour, m'a-t-on dit, il dit, j'ai toujours été... Quel on demandait pour... Je n'ai pas écouté, je n'ai pas entendu mon mari raconter, il disait qu'il avait toujours aimé la nature. Formidable, hein. Vraiment, on est à un niveau de conscience idéologique extraordinaire, mais c'est comme... Et donc, les gens veulent rouler en vélo, et les gens des centres-villes sont vraiment motivés par ça. Alors, très souvent, c'est ceux qu'on appelait les bobos, puis les winners, que j'appelle moi les losers d'en haut, qui sont souvent dans des 2 pièces de 45 mètres carrés dans les quartiers de la rive droite, et ils sont super contents de rouler en vélo, vous voyez. Mais c'est un vote local, en fait. C'est comme un vote municipal autrefois. Alors que les problèmes de la France, on devrait être en train de poser question de reconstruction industrielle, ou alors, si on parle d'écologie, ben d'accord l'écologie, mais qu'on nous parle de mesures protectionnistes, ou qu'on nous dise d'où viennent les éoliennes, d'où viennent les panneaux solaires, et qu'on réserve à la production nationale la production de ces biens. Et dans ce cas-là, effectivement, il y aurait une compatibilité entre écologie et protectionnisme, etc. Mais je crois que fondamentalement, les gens, on a vu l'appauvrissement de la France avec les hôpitaux. Je veux dire, les Français vivaient... Alors, on avait des accidents de train. J'en parle dans mon bouquin. On avait des escalators en panne. Quand on vient du nord de l'Europe, c'est vraiment frappant que la France commence à être sous-développée. On a eu l'incendie de Notre-Dame. On nous disait, mais vous avez le système de santé le plus formidable du monde, ne vous en faites pas. Hein? Alors, on a un petit peu décroché en termes de mortalité infantile, donc moi j'avais vu dans mes chiffres de bouquins. C'est pas encore le drame, mais c'est pas merveilleux. Et avec les hôpitaux, avec des infirmières protégées par des sacs plastiques, des sacs poubelles, hein, ah ben non, pas de respirateur, les masques, les prières, l'humiliation. Mais l'humiliation, faut quémander des masques, etc. Là, on a vu qu'on était un pays qui marchait vers le sous-développement. Et j'espère que les gens vont comprendre que le destin des hôpitaux est leur destin. Dans le livre, je parle contre l'INSEE, j'ai polémiqué avec l'INSEE avant l'épidémie. Je parle de la baisse du niveau de vie français, mais je ne sais pas si les Français ils voient les baisses du niveau de vie comme des choses sectorielles, associées à certains groupes sociaux, mais ils ne voient pas à quel point l'appauvrissement de notre pays, donc de tout le monde, y compris les plus grands bourgeois, ils seront toujours à l'aise, mais moins, est notre destin. Et la politique n'est pas encore sérieuse, parce que on devrait parler du fait qu'on est en train de devenir pauvre à l'insu de notre plein gré. Alors voilà ce que je pense des Verts. Vous êtes l'un des rares et même l'un des seuls intellectuels... J'ai pas une grande confiance dans le personnel politique vert. J'en ai vu beaucoup. Je sais ce qui les fait marcher. Vous pensez à qui? Et je ne veux pas donner de nom. D'ailleurs, je n'en ai pas vraiment en tête. Mais je sais que la verdure n'est pas leur préoccupation principale. Je n'en dirai pas plus. Vous êtes l'un des rares intellectuels et même des seuls intellectuels du pays à avoir pris la mesure de l'événement Gilets jaunes depuis 2018 et à l'avoir accompagné dès le début en disant que vous avez fait retrouver la fierté d'être français. Et on en trouve évidemment la trace beaucoup dans ce livre. Moi, j'ai un chapitre complet. Un chapitre entier. Cette explosion sociale n'a pas eu encore de véritable réponse politique. Est-ce que vous pensez qu'à terme, ceux que vous appelez l'aristocratie stato-financière, donc les 0,1% les plus riches, les plus favorisés du pays, ne prend pas un risque de se moquer à ce point du monde et de n'avoir rien lâché en réalité, ou quasiment rien depuis 2 ans? C'est très... c'est le grand mystère. Moi, je suis... En fait, j'aime pas les populistes. J'aime pas le populisme, mais c'est vraiment une... Je ne sais pas si je vais surprendre en disant ça, mais c'est pas du tout ma tendance. J'aime pas l'élitisme, mais le populisme, c'est pareil. Pour moi, c'est les versants pile et face d'une même réalité. Pour moi, une démocratie qui marche, il faut un peuple et il faut des élites. Et puis, il faut une relation de confiance et de responsabilité mutuelle. Et ce qui est typique de la France,
C'est qu'on a le populisme, qui n'est pas un bien en soi, parce qu'on a des élites irresponsables. Dès que vous avez des élites responsables, vous n'avez plus de populisme. Le Japon n'a pas de populisme. L'Angleterre n'en a plus, avec le passage du Brexit. Et alors Trump, les États-Unis, ils sont tellement divisés que c'est un peu plus compliqué. Mais ce qui caractérise la France, c'est vraiment d'avoir atteint un niveau d'aveuglement et d'irresponsabilité de ces élites qui est un vrai problème historique et sociologique. Et comment dire, moi j'ai toujours milité, quand je militais en tout cas, pas du tout pour dans le dégagisme. Maintenant, je suis un peu dans le dégagisme avec cette équipe-là, parce que vraiment, là, ils ont quand même fait un peu fort. Vous n'êtes pas le seul dans le pays, je crois. Voilà. Et puis moi j'ai dit, et je le répète, je pense que ces gens doivent être jugés, et certains devraient aller en prison. Pas du tout parce que je leur en veux personnellement, mais parce que si les types qui sont responsables de dizaines de milliers de morts s'en sortent en continuant à passer à la télé et à raconter leurs âneries, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles. Donc il faut, j'aime pas l'expression, mais la justice, c'est pas juste assurer la morale, c'est aussi faire des exemples pour que ça ne se reproduise pas. Et tant que personne n'aura jamais été puni pour rien, tous les gens qui vont se précipiter pour avoir le pouvoir seront potentiellement des escrocs. Vous voyez? Si juste arriver au pouvoir, c'est passer à la télé, se marrer et faire n'importe quoi, et puis ensuite on s'en va et il ne se passe rien, alors là, Fillon, quand même, ça donne un peu espoir. Mais oui, c'est pas possible. Il ne s'agit pas de punir pour punir. Vous voyez, donc, mais dans l'ensemble, c'est exceptionnel. Il y a eu cette crise. Ils ont menti. Ils ne comprennent pas. Là, cette équipe-là, il faut la faire dégager. Mais ce dont on aurait besoin, c'est de l'émergence d'élites intelligentes. Alors peut-être il faut chercher du côté des gens qui savent faire quelque chose, comme les ingénieurs ou les médecins. Vous voyez, moi, je travaille quand même beaucoup maintenant sur la distinction entre travail productif et improductif, pas au sens classique. Vous voyez, c'est... mais il y a vraiment... On peut en parler, on peut développer. J'ai des idées sur les raisons de... Mais là, l'élite politique dirigeante française a atteint un niveau d'étroitesse dans le recrutement, avec des procédures spécifiques pour sélectionner les plus bêtes. Vous voulez que je vous dise comment ils font ? Hein? Alors déjà, le concours, hyper sélectif, c'est très mauvais, parce que donc les gens arrivent au concours avec l'idée qu'il faut être parfait. Mais si vous voulez être parfait, vous ne pouvez plus avoir de pensée. Avoir des idées, c'est être imparfait, c'est dérailler à un moment. Vous voyez, je veux dire, si vous avez que des bons élèves parfaits, vous aurez déjà des gens qui fonctionnent vite intellectuellement, il n'y a pas de problème. Mais fonctionner vite, ce n'est pas l'intelligence réelle, ce n'est pas l'intelligence créative qui permet de réagir à l'événement. Donc vous avez ça, donc vous avez ce genre de perfection, vous entrez à l'ENA, puis ensuite à l'intérieur de l'ENA, vous êtes sélectionné, mais avant même pour rentrer à l'ENA, par exemple, il faut croire des trucs, il faut croire que l'euro marche. Vous voyez ? Ou tellement bien dissimuler sa croyance en le fait qu'il ne marche pas, que ça devient la même chose que le croire. Mais ça veut dire, comme l'euro ne marche pas, en fait, vous sélectionnez les plus bêtes, les plus délirants ou les moins aptes. Donc pour rentrer à l'ENA, je veux dire, il faut être idiot. Je veux dire, c'est un critère. Je veux dire, si vous êtes intelligent et créatif, vous n'avez aucune chance. Vous voyez ? Et alors, à l'intérieur de ça, ils prennent les plus conformistes qui mettent à l'inspection des finances, au Conseil d'État.